la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Sandra Gérard, juriste et historienne du droit. Bonjour Sandra. Bonjour Élodie. Je suis tellement contente que tu aies accepté de faire cet épisode. Ça fait des années que je te cours après. Et je suis vraiment super heureuse que tu aies accepté. Je t'ai rencontrée lors d'un Pint of Science. Alors c'était en 2020, pendant la pandémie, où on avait repoussé le festival qui normalement se passe dans les bars en ligne. Normalement il se passe en mai. On l'avait fait en septembre. C'était vraiment l'année très compliquée. Et tu avais fait un talk qui s'appelait Crime, châtiment et peine, ou 10 minutes de l'histoire des peines en France. J'avais pas encore sous la blouse, mais je m'étais dit, il faut absolument que je comprenne et que je sache comment elle en est venue à travailler là-dessus, parce que c'était ton talk qui était fascinant. D'ailleurs, je vais le mettre en description pour le podcast. Vous pourrez cliquer et aller le voir. Et j'avais trouvé ça passionnant et je m'étais dit, mais ok, comment on fait pour aller travailler là-dessus? Pourquoi ça t'a fasciné? Pourquoi tu as eu envie de faire ça? Donc, j'espère que tu vas tout me raconter. Je vais essayer, Élodie. Alors, on va commencer justement par parler un petit peu, j'ai dit que tu étais juriste et historienne du droit. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ce que tu fais comme recherche, sur quoi tu travailles. Alors, en fait, moi, je travaille sur l'histoire de la justice. Enfin, Ouais. en tout cas, dans notre laboratoire, on travaille sur l'histoire de la justice, et moi aussi, forcément. Et moi, je suis plus particulièrement spécialisée sur l'histoire des magistrats. Donc, D'accord. j'essaie de voir un petit peu quels sont leurs profils de carrière, comment ils ont exercé, comment ils ont pu avoir une influence sur la politique d'un pays. Et je le fais plus particulièrement sur les magistrats qui ont exercé dans les anciennes colonies françaises, et notamment la Tunisie. Et D'accord. puis, dans le cadre de mes actions de médiation scientifique, je travaille beaucoup autour du droit pénal Ouais. et toutes ces notions de crime, l'évolution de la peine en France, Ouais. afin d'essayer de mieux comprendre comment notre système judiciaire a évolué, et puis peut-être mieux accepter aujourd'hui les règles qui sont les nôtres aujourd'hui au niveau pénal, en fait. Et quand tu dis magistrat, question très naïve, c'est les juges? Oui, tout à fait, c'est ça, ce sont les D'accord. juges. Ok. Et c'est que les juges ou les juges et une autre catégorie? Alors moi, je travaille sur les juges, ça m'arrive aussi ponctuellement de travailler sur les avocats. En fait, D'accord. l'idée, c'est de travailler sur tous ces hommes qui font partie Ouais. du microcosme judiciaire et de Ouais. voir comment ils peuvent influencer le fonctionnement de la justice, mais aussi comment ils peuvent influencer les décisions qui peuvent être prises sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. Parce qu'on s'aperçoit que la justice, elle est aussi rendue par des hommes et que Ouais. ces hommes ont une influence forcément sur la façon dont on rend cette justice. D'accord. Ça me fascine à chaque fois. Et c'est quoi tes résultats? Enfin, qu'est-ce que tu as vu jusque-là? Alors, par exemple, si on prend la situation de magistrats, de juges qui sont Ouais. allés exercer, par exemple, en Tunisie. La Tunisie était un protectorat français, donc ça a Ouais. été un territoire qui était assimilé, voilà, si on dit les choses simplement, assimilé à un territoire français. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que ces magistrats se contentaient pas de rendre la justice. Ils ont aussi participé à tout un tas de commissions qui ont permis de mettre en place des normes, des règles applicables dans D'accord. ces pays. Et en fait, Ok. l'intérêt de ces hommes, c'est que eux étaient proches de la population et ils étaient capables et en mesure de comprendre en fait les attentes et les besoins de cette population, et ils étaient capables de répondre à des besoins et des enjeux sociétaux que comprenait pas toujours le pouvoir politique parisien, qui était éloigné de cette D'accord. situation au quotidien. Donc en fait, ces hommes, ils sont allés au-delà de la mission de rendre justice. Ouais. Ils ont aussi œuvré à la constitution Ouais. d'une société dans un pays à un moment donné. Et pour tout ce qui est plus en lien avec le droit pénal et Ouais. les choses sur lesquelles je travaille autour de l'évolution de la peine, eh bien, l'intérêt de tout ça, c'est d'essayer de comprendre comment notre système judiciaire a évolué, pourquoi il a évolué comme ça, et encore une fois, de mieux l'accepter. En fait, aujourd'hui, on est dans une société, on le voit beaucoup, où il y a une remise en cause du fonctionnement de notre système judiciaire. On Ouais. s'interroge souvent sur le pourquoi d'une libération, pourquoi quelqu'un est condamné, il a une peine aussi fragile, aussi faible, voilà. L'outil, l'institution judiciaire est parfois décriée, et quand on comprend la façon dont elle s'est constituée, comment elle a évolué, on accepte mieux les règles. Et si on ne comprend pas ces règles, on ne peut pas les accepter. Voilà. L'idée, c'est un peu D'accord. de faire œuvre sociale aussi autour de toutes ces Ouais. recherches. D'où beaucoup de médiation D'où scientifique. beaucoup de médiation. Très, très Ouais. important pour moi, la médiation. Ça me semble être un enjeu et ça me semble être une mission aussi fondamentale dans les recherches qu'on peut conduire. Les rendre accessibles auprès du grand public,
ça me semble être quelque chose d'indispensable. Bah, tu vas nous raconter de toute façon de ce que tu fais. C'est hyper intéressant. C'est drôle parce que l'histoire, tu vois, c'était quelque chose qui m'intéressait pas trop avant, mais je pense que c'est le lycée où, tu sais, on te donne des dates et t'apprends par cœur et ça te Ouais. paraît pas intéressant. Et depuis qu'il y a quelques personnes qui m'ont raconté des choses, mais dont toi, hein, ta présentation, elle a été fantastique, en racontant une histoire, en fait, mais d'un coup, ça devient passionnant. C'est juste, tu as envie de poser 500 questions et d'en savoir plus, etc., etc. Moi, je vais m'arrêter là pour tes recherches, mais en tout cas, je vais mettre les liens pour si jamais des gens veulent continuer de te suivre et puis voir ce que tu fais. Alors, j'ai une question qui est traditionnelle, je me doute complètement de la réponse, mais est-ce que tu portes une blouse au labo quand tu fais ça? Alors, on ne porte pas de blouse, Bah mais oui. il nous arrive très souvent d'aller dans les archives et on Ouais. en ressort très souvent poussiéreux. Donc peut-être que la blouse nous serait utile. C'est vrai, effectivement, une petite, ou en tout cas, ouais, un vêtement spécial Quelque de chose, poussière, oui, quoi. c'est Ouais, ça, ouais, ouais. Genre un hoodie, tu sais, avec une espèce de capuche pour pas que tu ressortes de là avec de la poussière plein les cheveux. c'est ça. Ok, oui, c'est vrai qu'on voit souvent la blouse, c'est fait pour protéger, mais effectivement, pour protéger de la poussière, ça pourrait être pas mal. Maintenant qu'on a parlé de tes recherches, j'aimerais bien qu'on enlève cette blouse virtuelle, ou ce protection de poussière virtuelle, pour que tu nous racontes un peu plus sur toi, sur ton parcours. La recherche, est-ce que, je disais, tu es juriste et historienne du droit, tu as d'abord été juriste? Tout à fait, oui, j'ai une formation D'accord. juridique. Et la recherche, va falloir, donc faut que tu nous expliques ton parcours, comment la recherche est venue, et puis qu'est-ce que tu voulais faire? J'aime bien cette question. Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Alors lorsque j'étais petite, je voulais être infirmière. Ah, Voilà. d'accord. Et en Et fait, en troisième, j'ai rencontré une conseillère d'orientation, ce n'est pas ouais. bien, mais je vais le dire, qui m'a dit qu'il fallait être excellente en maths pour devenir infirmière. Alors que non. Oui. Et Et du du... coup, je me suis dit que je ferais droit. D'accord. Voilà. Et Oh, donc, j'ai passé un bac économique. L'objectif pour moi, c'était dans un premier temps de travailler dans le milieu de l'entreprise, d'accord. de raccrocher un service de ressources humaines en lien Ouais. avec un service juridique. Donc c'est ce pourquoi j'ai fait droit. Et voilà, on a des parcours qui évoluent et qui vont pas Ouais. forcément vers ceux en quoi on se dessinait. Et je trouve que c'est même très rassurant. C'est ce que je passe mon temps à dire à mes filles. On a une Complètement. vision des choses et finalement on fait Oui. complètement autre chose. C'est pas Donc en noir et fait, blanc. C'est complètement gris en fait. exactement. Mais Ouais. c'est ce qui fait le charme de cette vie. Euh, Alors attends, moi j'ai des questions parce que tu as dit et du coup tu voulais être infirmière mais tu as décidé pour le droit. Comment ça t'est venu de dire je vais faire du droit? Alors, en fait, bah, forcément, comme tous les enfants, je me suis questionnée, interrogée sur ce Ouais. qui pouvait me plaire, etc. Et je le comprends sans doute mieux maintenant que j'ai pu le comprendre lorsque Ouais. j'étais jeune. Je pense que j'ai un sentiment de justice et un besoin de justice très prégnant chez moi. Et c'est ce qui m'a conduit effectivement vers des études de droit qui me laissaient à penser que on avait en tout cas une meilleure compréhension de ce qui pouvait être juste, pas juste, et comment on pouvait œuvrer Ouais. pour ce côté, voilà. En tout cas, lorsqu'on est jeune et qu'on est enfant, c'est ce qui me faisait penser que voilà, je pourrais œuvrer aussi vers quelque chose qui soit juste et une société plus juste. C'est ce qui m'a poussé à faire droit en fait. Excellent. Et quand tu dis juriste, c'est quoi comme étude en fait? Alors moi, j'ai fait des études de droit. Ouais. Donc je me destinais encore une fois plutôt vers le milieu de l'entreprise. Donc j'ai fait un Ouais. master de gestion des entreprises. Ok. Donc je me destinais vers voilà, le travail dans le privé, en entreprise. Et puis finalement, les hasards et les rencontres de la vie font que Ouais. lorsque j'ai terminé mon master, on m'a proposé un poste dans un cabinet d'avocats. D'accord. Et du coup, j'ai travaillé pendant 10 ans en Ouais. cabinet d'avocat en tant que juriste. Donc là aussi, c'était une expérience qui était assez constructive pour moi, qui fait Ouais. aussi ce que je suis aujourd'hui. C'était sur quoi comme type de mission? Alors, j'étais donc du coup juriste, j'intervenais pour tout un tas de dossiers d'expertise, donc j'étais très souvent en expertise judiciaire. Mais notre cabinet, le cabinet dans lequel je travaillais, était assez généraliste, donc je traitais aussi des dossiers de droit pénal, D'accord. des dossiers de droit de la famille, de droit immobilier. Donc, ouais, j'ai D'accord. découvert tout le panel du droit D'accord. et toute l'activité judiciaire. Donc, ça a été très enrichissant parce que ça m'a permis de me mettre et de me confronter en fait au fonctionnement de la justice et de vraiment Ouais. comprendre au quotidien comment elle fonctionnait et d'avoir aussi ce bon pendant qui était celui du contact avec la clientèle Ouais. qui est très réconfortante finalement parce que on a l'impression d'aider. Voilà, on a ce Ouais. sentiment d'être utile et d'accompagner des personnes qui sont dans la détresse lorsqu'elles viennent nous voir, elles sont pas bien, elles ont un problème. Et ce que j'aimais beaucoup, moi, c'est que lorsqu'ils ressortaient du cabinet, que je les avais en rendez-vous, souvent ils me disaient je me sens mieux.
Et je leur Ah, disais: «Mais je n'ai rien fait». «Oui, mais mmh. si, j'ai l'impression de vous avoir transmis mon problème». Donc ça, c'était quelque chose qui m'apportait beaucoup de satisfaction, voilà, ce contact avec la clientèle et cette idée d'accompagner et de les Ouais. aider à obtenir, bah, voilà, une forme de justice, en tout cas d'essayer de solutionner leurs conflits et faire que, quelque part, ils se sentent mieux. On me disait souvent que l'avocat, c'était le médecin de l'esprit. Oui, OK. Voilà. C'est vrai. Et C'est vrai donc parce que tu y vas pas si tout va bien exactement. et En général, on y va parce qu'on a un problème, et il faut le solutionner. ouais, Et en fait, j'ai beaucoup par ailleurs, toujours aimé l'histoire. En fait, lorsque d'accord. j'ai fait droit, j'hésitais aussi à faire en parallèle un cursus, d'histoire et puis, et bien, au bout de 10 années en cabinet d'avocat, je me suis dit que je referais bien un master en histoire, du droit. D'accord. Voilà, c'était Il y l'envie, a c'était vraiment le plaisir. Pour le il y a coup, eu un déclencheur ou non, juste, non, l'envie. ouais, L'envie de bah, voilà, ça faisait ça à faisait 10 l'époque, ans? ça faisait un petit peu moins de 10 ans que j'étais en cabinet et Ouais, puis j'avais envie de me renouveler et puis peut-être de m'enrichir intellectuellement d'autres choses. ouais, Donc en fait, j'ai repris un master et ouais. j'ai eu la chance de voir qu'un concours s'ouvrait au CNRS à l'issue de mon master, Waouh, OK. voilà, auquel j'ai candidaté, ce qui m'a permis d'intégrer le CNRS, en fait. Donc là, tu fais, de la recherche en tant qu'ingénieur? Voilà, c'est ça. Je suis ingénieure au CNRS en histoire de la justice. D'accord et j'expliquais ça parce qu'en fait, il y a plein de postes différents, au CNRS ou dans d'autres instituts. Il y a les postes de chargés de recherche, donc c'est les chercheurs et les chercheuses entre guillemets. C'est Il y a ça, tout ce qui est, doctorat, postdoctorat qui est plutôt, temporaire et puis, bah, d'autres gens qui font la recherche, c'est aussi les ingénieurs de recherche, les ingénieurs d'études aussi exactement. et donc tu fais partie. Très bien et donc là, le CNRS, c'était histoire du droit? Oui, alors c'est toujours, hein, je suis toujours dans le même Ouais, laboratoire. C'est un laboratoire effectivement qui fait de l'histoire du droit et de la justice. C'est la d'accord, particularité de notre laboratoire. C'est l'un des rares laboratoires en France, c'est ce qu'on appelle une niche, hein, ouais, qui fait de l'histoire de la justice, voilà. Et alors c'était un choix cornélien, hein, pour moi parce qu'en fait, j'étais à la traversée des chemins, si je puis dire, à mi-chemin entre, ce qui me passionnait, parce que c'est devenu vraiment une passion pour moi, l'histoire ouais. de la justice et puis, bah, le travail que j'avais aussi en cabinet qui me plaisait beaucoup. Ça a été un choix, j'ai dû faire ce choix, je l'ai fait, je le regrette pas aujourd'hui. Ouais, Voilà, pour tout un tas de choses, pour l'équilibre de la vie professionnelle et ouais, familiale et donc aujourd'hui, je suis dans le laboratoire, que j'ai intégré il y a maintenant plus de 15 ans, ouais voilà, le et centre d'histoire judiciaire. Et est-ce que, la recherche, c'était quelque chose que tu avais envisagé avant? C'est quand même très différent de ce que tu faisais? Pas du tout en fait, Non? heu, OK. voilà, pas du tout. Ah oui, tu avais pas du tout envisagé, pas Pas c'est du pas tout. du tout différent. En fait, Ouais, c'est les enseignants que j'avais dans mon master ouais, qui nous ont un peu sensibilisés sur le fait de l'existence de ces possibilités de recherche dans ouais, la perspective, d'une poursuite de carrière pour certains. Et effectivement, lorsque j'ai vu qu'il y avait un poste qui s'ouvrait, je me suis dit: «Bon, je vais tenter ma chance», voilà. Et j'ai eu cette chance, cette immense chance de pouvoir intégrer le CNRS, à l'issue de ce master en histoire de la justice. Mais pas du tout, c'était pas la recherche en sciences humaines et sociales et c'est aussi pour ça que la médiation est intéressante pour nous lorsqu'on la conduit, c'est qu'on n'imagine pas qu'on puisse ouais. faire de la recherche Mmh. en sciences humaines et sociales et encore moins en droit et je dirais encore moins en histoire du droit. C'est pour ça que je voulais que tu viennes parler. Parce que je trouvais que c'est un sujet vraiment fascinant et justement, j'avais envie parce que toujours quand on pense, chercheur, chercheuse ou quand on pense à la recherche, c'est souvent une paillasse, des expériences et cetera et j'avais envie que tu viennes nous parler de ça et de montrer, les sciences humaines et sociales et puis surtout l'histoire du droit. Moi, je trouve ça fascinant et justement, question naïve, mais comme, on a en tête, les expériences et cetera, comment tu fais tes recherches? C'est des lectures? Tu vas aller chercher des documents spéciaux? Comment tu fais? Alors, nous, on travaille bien sûr sur ce qu'on appelle la norme, c'est-à-dire toutes les dispositions législatives, les lois qui ont D'accord. pu être édictées à un moment donné. Elles sont nos bases. On reste des juristes, hein, avant Ouais. tout. Donc, notre méthode de travail et notre méthode Mmh mh. d'analyse est celle d'un juriste. Mais on va aussi, surtout, dans les archives, Ouais. faire ce qu'on appelle des dépouillements. D'ailleurs, je Ouais. pars, je pars bientôt au Vietnam pour faire un travail autour de magistrats qui sont des magistrats, enfin des juges français qui ont exercé au Vietnam pendant la période de l'Indochine française, pour voir un D'accord. petit peu comment ils travaillaient, quels étaient les litiges qui leur étaient soumis, et comment ces hommes ont pu influencer encore une fois le système colonial, comment ils ont pu en être acteurs ou pas. Ouais. Et donc du coup, l'idée, c'est d'aller vraiment dans les archives et de découvrir le mode de fonctionnement de cette justice, le quotidien de ces hommes,
Et en fait, ce qui est parfois difficile à comprendre lorsqu'on l'explique auprès du grand public, c'est que tout le monde a l'impression que cette histoire, l'histoire en général, Ouais. elle s'est écrite et qu'il y a quelqu'un un jour qui l'a écrit et Ouais. que tout le monde la connaît. Et en fait, nous, lorsqu'on dépouille, alors c'est le terme qui est pas très joli, mais c'est le terme qu'on utilise pour parler de ces archives. Ouais. Lorsqu'on les dépouille, on s'aperçoit qu'on découvre souvent beaucoup de choses Ouais. qui ont été oubliées ou qui n'ont pas été transmises. Donc en fait, l'histoire, c'est quelque chose qui doit être écrit. Et si cette histoire, elle doit être écrite pour le futur, parce que là, c'est ce que je dis aussi souvent, la fâcheuse tendance de l'homme, c'est de reproduire ses erreurs. Et s'il ne Mmh. connaît pas son histoire, il va immanquablement reproduire les Reproduire. erreurs qu'il a déjà commises dans le passé. C'est magnifique ce que tu dis quand tu dis dépouiller. Par exemple, de nous, tu vas dans un bâtiment, tu vas chercher des vieux documents vraiment. Alors concrètement, lorsqu'on y va, alors la plupart du temps, ces documents ont subi un filtre, c'est-à-dire que Ouais, moi, concrètement, ce sont des documents qui sont issus du ministère de la Justice. Donc toute ok. la production écrite du ministère de la Justice, à un moment donné, doit être ce qu'on appelle versée dans des archives. Ouais, Donc là, il y a déjà un premier filtre, puisqu'un conservateur des archives va déjà faire le ouais, tri, il va réordonner, ça c'est toute la limite de nos recherches, il va réordonner, parfois trier, parfois peut-être se débarrasser de certains éléments qui nous ouais. sembleraient fondamentaux, mais qu'on ne retrouve pas. Et ensuite, du coup, il y a ce qu'on appelle un inventaire qui est dressé. Donc notre première étape et notre première recherche, c'est de rechercher dans ces inventaires les éléments D'accord. qui peuvent être pertinents. Et j'avoue que les archives, c'est un petit peu comme une boîte de chocolat. Parfois, on Ah bah ouvre la ouais. boîte et on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans. Parfois, c'est des mon chéri partout. Voilà, Et c'est ça. excellent. Mais du coup, c'est chouette parce que ça veut dire qu'en sciences humaines et sociales, vous faites du terrain entre guillemets en fait. Vous allez chercher, voilà, vous partez. Oui, on doit. Nous, en tout cas, c'est nécessaire parce que, par exemple, pour la période indo-chinoise, alors moi, là, pour être très précis sur le support d'archives sur lequel on travaille, visiblement, c'est un versement d'archives qui n'a pas été rapatrié au moment de D'accord. la décolonisation. Et du coup, il est resté sur place et il n'a jamais été numérisé parce que parfois, ces archives sont numérisées, donc il Ouais. suffit d'aller dans des dépôts d'archives en France. Mais là, il n'a pas été numérisé, donc il est intéressant d'aller le consulter. Vraiment, c'est quelque chose d'assez inédit. Donc on ne trouve pas toujours des choses inédites. Parfois, Ouais. certains connaissent les archives, mais tout le monde n'a pas la même analyse des fonds, tout le monde ne recherche pas la même chose. Donc, je ne vais pas dire qu'en permanence, on réécrit l'histoire, mais il y a toujours un intérêt à aller rechercher, même dans des dépôts d'archives français. Moi, je travaille aussi beaucoup dans les dépôts d'archives qui sont à Pierrefitte, certains à Nantes. Voilà, je travaille dans Ouais. plusieurs dépôts d'archives, parce qu'en fonction des éléments que je cherche, si je cherche des dossiers de carrière de magistrats, par exemple, je vais aller à Paris. Si je D'accord. cherche des éléments qui retracent les conditions de vie des magistrats et des échanges qu'il pouvait y avoir avec le ministère, je vais plutôt aller à Nantes. Voilà, donc D'accord. on a des dépôts qui sont spécialisés en fonction de nos recherches. Ouais, ça doit être super excitant quand tu pars voir des archives parce que effectivement, tu sais pas ce que tu vas trouver, quoi. Non, et non, non, et parfois c'est très intéressant. Et puis moi, je me souviens notamment au moment de la période de la décolonisation, en fait, il y avait un magistrat qui était un magistrat référent qui était chargé tous les jours de rédiger un rapport auprès du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères pour faire état de la situation en Tunisie. Et Ouais. en fait, lorsqu'on lit le récit, ça se lit comme un livre, le récit de cet homme, ce magistrat qui était sur place et qui était avec d'autres magistrats qui étaient restés sur place pour vaquer aux affaires courantes des tribunaux français. On voit toute la tension, toute la pression que ces hommes ont subi, et le contexte forcément et naturellement éminemment politique délicat dans lequel ils étaient. Et Ouais. c'est passionnant. En fait, ce sont des Ouais. tranches de vie qu'on revit en allant dans les archives. C'est vraiment, vraiment passionnant. Je vais revenir au Pint of Science dont tu nous avais parlé. Tu nous avais parlé des crimes et des châtiments. Est-ce que ça, parce que ça, c'est un petit bout vraiment de ce que tu fais en recherche. Alors, Est-ce que c'est un truc perso même que t'aimes bien ou... Alors, c'est pas personnel, ça fait partie des axes de recherche qui sont Ouais. déclinés dans mon laboratoire, mais c'est vrai qu'il y a maintenant un petit peu plus de 5 ans, Ouais. j'ai souhaité développer un pôle de médiation scientifique qui n'existait pas dans notre D'accord. laboratoire. C'est-à-dire que, alors ça aussi, chez nous, c'est un petit peu compliqué d'aller vers le grand public, d'expliquer. Mm-mm. C'est pas toujours facile, les chercheurs n'ont pas forcément toujours le temps. Et en tout cas, moi, ça me semblait indispensable et ça me semblait faire sens par rapport aux recherches qu'on conduit et qu'on conduit au CNRS, c'est-à-dire Ouais. échanger, communiquer avec le grand public et faire comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait et quel est Mm-mm. l'intérêt de ce qu'on fait. Parce que la première question qu'on me pose très souvent lorsque je dis que je travaille dans un Ouais. laboratoire,
c'est à quoi ça sert. Voilà. Oui. Donc, je me suis dit qu'effectivement, les actions de médiation scientifique pouvaient permettre de répondre à cette question. Et donc, j'ai complètement structuré dans mon laboratoire un pôle de médiation scientifique qui a pris de plus en plus de place. Et il nous semblait intéressant de pouvoir le structurer autour de ce qui parle auprès du grand public, c'est le fonctionnement de la justice pénale. Donc, ça fait partie aussi des thématiques sur lesquelles, lorsque je travaille sur des affaires judiciaires de magistrats qui ont exercé en Tunisie, je traite forcément du droit pénal, mais de façon transversale. Là, en médiation, on a essayé vraiment de se centrer sur l'explication et l'évolution de notre système pénal en France pour mieux le faire comprendre, enfin en tout cas on essaie, auprès du grand public. Je me suis demandé, est-ce que ça c'était quelque chose qui t'intéressait, les peines, l'évolution des peines quand tu étais plus jeune? En fait, ça m'a très vite passionnée au cours de mes premières années de droit et ma première année de droit. Ça a été une révélation pour moi, notamment le droit constitutionnel. Alors pour le coup, on est un petit peu éloigné du droit pénal, mais c'est-à-dire comprendre comment fonctionnaient nos institutions. Jusque, je vais dire, allez, en première, en classe de première, j'entendais parler de Premier ministre, de président, de fonctionnement de notre système, de comment étaient décidées les lois, et bon, j'entendais, j'écoutais, je comprenais pas tout. Et c'est vrai qu'en première année de droit, le droit constitutionnel a été aussi une révélation pour moi, parce qu'il m'a permis de comprendre comment s'organisaient les pouvoirs en France, comment ils se répartissaient, comment fonctionnaient nos institutions. Et ce levier, il a été le même en droit pénal. Comprendre comment fonctionne notre justice, oui, c'est quelque chose de passionnant. Et comprendre la société dans laquelle on vit, ça me semble être presque, alors j'aime pas ce terme, mais presque de l'éducation citoyenne, en tout cas un partage citoyen, d'évoquer toutes ces questions. C'est passionnant quand on parle, vraiment. En plus, je rigolais quand tu parlais du droit constitutionnel, parce qu'en ce moment, ça doit être... Oui. Ce podcast est enregistré en septembre 2024. La France n'a toujours pas de Premier ministre. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. J'espère que quand vous l'écouterez, nous aurons un Premier ministre. On verra, peut-être pas. Hein, on ne sait pas. Nous verrons. Nous verrons, exactement. Écoute, tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as parlé de tes recherches. Je pourrais en parler encore hyper longtemps tellement c'est passionnant. Tu parlais un peu de médiation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais qui sont en dehors de tes recherches, que tu aimes bien pour changer les idées, le week-end? Quels sont tes hobbies? Alors, mes hobbies, alors j'aime bien lire, j'aime bien les romans policiers, mais quelque part je m'éloigne pas trop finalement du droit, et voilà. J'ai besoin aussi de beaucoup faire de sport, parce que je trouve que nerveusement ça me fait du bien. T'en as un en particulier? Oui, la natation. J'aime beaucoup la natation. Voilà. Okay. Et sinon, mes deux passions, c'est mes deux filles aussi. Voilà. Donc je prends beaucoup de temps pour mes deux filles. C'est Cassandre et Clarisse. Bon, bonjour les filles. Super. Et natation, t'en fais régulièrement? Oui, 1 à 2 fois par semaine. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, c'est pas beaucoup, hein, j'aimerais beaucoup plus, mais le temps m'est compté. Ouais, c'est déjà bien. Alors c'est vrai que sur mon temps libre aussi, je prends beaucoup de temps à créer, enfin j'essaie en tout cas de créer des supports pour la médiation. C'est vrai que ça me prend aussi pas mal de temps. Oui, c'est ça, parce que médiation, souvent... Eh oui, le travail et les parois sont fines entre le travail et plaisir en tout cas qu'on a. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec le grand public et aussi avec les scolaires. On intervient très souvent dans des établissements scolaires, parce que c'est l'enjeu aussi pour nous en sciences humaines, c'est de concevoir des supports pédagogiques qui soient interactifs et qui soient aussi didactiques et qui permettent de capter l'attention du public qui est face à nous. Donc c'est un vrai challenge. Je m'amuse beaucoup aussi à créer, en tout cas essayer de créer des petits jeux de cartes, voilà. Excellent. Ça fait partie. On a déjà une mallette pédagogique qui a été créée dans notre laboratoire, que j'ai créée, qui s'appelait la sellette, qui porte le nom du petit tabouret qui servait sous l'Ancien Régime. Et voilà, c'est un jeu de plateau sur lequel on essaie de voir l'évolution des peines. Donc voilà, ça aussi, ça prend beaucoup de temps, mais ça me plaît. Enfin voilà, c'est pas du travail pour moi, c'est un vrai plaisir. Oui, c'est du plaisir. C'est un hobby de travail, quoi. C'est ça. Une passion. Je ne sais pas s'il y a un terme précis pour ça, mais voilà, on appelle ça comme on trouve un mot. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut les trouver? Est-ce qu'il y a des supports que tu peux partager ou pas? Alors non, parce qu'en fait, la mallette pédagogique, c'est un support que nous... l'école. En fait, cette mallette, elle a été conçue en discutant avec des enseignants du secondaire. Et en fait, tous ces enseignants, en fait, au départ, on l'a souhaité comme une mallette autonome. Et les enseignants nous ont dit que non, ils préféraient qu'il y ait un intervenant, un médiateur qui vienne pour effectivement échanger avec les élèves. Donc en fait, elle n'a pas été conçue comme un support autonome sur lesquels... Mais bon, c'est vrai que j'ai plein de personnes qui me disent « Ah, mais ce serait extraordinaire ». Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'un samedi soir, on puisse se dire « On va faire un jeu de société et condamner à mort tout un tas d'accusés ». Mais bon. Écoute, il y a bien le loup-garou, tu sais, tu cherches...
c'est un peu une enquête policière, tu vois. Bon, tu Oui, condamnes là, c'est pas, un petit peu mais l'idée, c'est de décider ouais, voilà, du caractère coupable ou non coupable d'une personne et de lui administrer une peine. En tout cas, c'est comme ça qu'a été conçu le jeu. Et c'est vrai que le dernier élément en médiation qui nous a pris beaucoup de temps et qui va bientôt être livré cet automne, ouais. ça a été la conversion en quelque sorte d'une affaire pénale sur laquelle on a beaucoup travaillé en médiation en pièce de théâtre. Waouh. Et donc, Ok. elle va être jouée pour la première fois au mois de novembre à l'occasion des 40 ans de l'anniversaire de notre laboratoire. Ouais, à Donc Lille. ça aussi, ouais, à la faculté de droit de Lille. Ok. C'est ouvert au public, hein, au grand Il y public. aura des liens pour s'inscrire? Oui, 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 il y aura des liens. Enfin, le lien est déjà disponible, je crois, sur le service, la direction de la culture de l'université. Très bien. Bah, je le mettrai dans la description. Et du coup, voilà, c'était un projet aussi qui nous tenait à cœur et c'était une Ouais. manière de faire un peu, de fermer cette boucle en fait sur le scientifique, la médiation vers le scolaire et puis quelque part aller jusqu'au domaine culturel. Voilà, c'était une étape supplémentaire pour nous dans la médiation scientifique et ça c'est aussi un projet qui me prend beaucoup beaucoup de temps. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et comment vous avez fait en fait pour transformer ça en pièces? Enfin, Alors c'est quoi le process? on a sélectionné une troupe de théâtre Ouais, qui a scénarisé en fait cette affaire. On leur a d'accord. expliqué, on leur a donné les. Et là en fait le scénario est quasi bouclé. Il commence déjà à rentrer en phase de répétition. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette troupe de théâtre souhaiterait qu'on puisse d'une certaine manière, nous les chercheurs qui avons travaillé sur cette affaire, pouvoir y intervenir. Donc on interviendra peut-être sous Ouh, forme de voix off. Et je trouve que d'accord. c'est bien qu'ils aient eu cette idée parce que là je me Ouais, dis le pont est complet entre la culture et la ouais. science. Et voilà. Super. Eh ben, je mettrai le lien comme ça. Si vous êtes dans le coin de Lille, vous pourrez aller voir ça. Si vous avez cette chance-là. Écoute, on arrive vers la fin du podcast. Alors, pour celles et ceux qui connaissent, il y a deux petits rituels qui nous restent à faire avant de se dire au revoir. Le tout premier, c'est celui que j'ai mis en route il y a quelques temps, où les invités se posent des questions entre eux ou entre elles, plus souvent entre elles d'ailleurs. Et l'invité d'avant, Charlotte, m'a demandé, pour toi Sandra, est-ce que si c'était à refaire, tu referais tout pareil? C'est dur, hein? C'est une question très difficile. Après, tout à l'heure, tu as plus ou moins déjà dit quelque chose comme ça. Si c'était à refaire, je le referais, ou il me semble à un moment. En fait, c'est-à-dire que la vie, elle est faite, enfin nos parcours, je pense, souvent, ils sont faits de hasard, de rencontres, Mm. d'opportunités aussi. Donc non, non. En fait, oui, à bien y réfléchir, non, je ne referai rien. C'est-à-dire que parfois, je n'ai pas toujours décidé quelque part. Enfin, si j'ai décidé, Ouais, j'ai fait des choix. Mais en fait, c'est aussi la vie et les hasards de la vie qui m'ont conduit parfois là où je suis. Mais non, aucun regret. Donc non, je ne referai rien. tu referais pas pareil? Si, je referai tout pareil. Ah oui, tu Je referais ne tout pareil. changerai Tu rien. changerais rien. Tu ne Voilà. changerais rien, tu ferais tout pareil. Et Oui, ça se trouve, je me disais, en plus, pendant que tu étais en train de répondre, je me disais, en plus, ça donnerait peut-être un résultat différent parce que effectivement, c'est les hasards de la vie et les opportunités. Et parfois, toi, tu referais peut-être exactement la même chose, mais tu n'aurais pas les mêmes opportunités. Donc, tu c'est finirais ça. peut-être à faire autre chose. Mais C'est en ça. tout C'est cas, tu ferais les l'unicité. mêmes choix. Exactement. Exactement. Ouais. Ouais, je Très referai les bien. mêmes choix. Aucun Ouais, regret. c'est ce qui me semblait que tu avais dit à un moment tout à l'heure. Et effectivement, c'est vrai qu'on se stresse quand on est au lycée à choisir un camp, j'allais dire, à choisir un domaine, un métier, etc. Et on se rend compte qu'en fait, ben, on n'en connaît pas, on en connaît très peu, et on en découvre plein sur le chemin, pendant les études, parfois même pendant la vie professionnelle. On découvre des jobs, ou voire il y a des Ouais. jobs qu'on crée des jobs en fait. Et du coup, se mettre la pression à se dire à 16 ans, je vais choisir pour ma vie et ça va être comme ça tout le temps, non, pas du tout. Exactement. Et en plus, c'est effectivement se dire que on peut se former tout au long de sa vie, on peut changer d'orientation tout au long de sa vie. Et effectivement, une même formation peut conduire à beaucoup de métiers. Ouais, c'est hyper intéressant et je suis vraiment très contente que tu nous aies raconté tout ça aujourd'hui. Quelle est ta question pour le ou la prochaine invitée? Alors peut-être que moi, je lui demanderai quel est le défi des 5 prochaines années. Ah bien, ok, très bien. Voilà. Quel est le défi des 5 prochaines années? Alors, je dis 5 parce que en général, nous, en recherche, on Ouais, travaille plutôt c'est sur du 5. long terme. Très bien, très bien. On note ça pour le ou la prochaine, sachant que je ne sais même pas qui ça sera, donc je ne peux même pas te donner d'indice. Et on arrive maintenant à la fin de ce podcast. Moi, j'aimerais bien que voilà, on va faire le mot de la fin, le fameux mot de la fin. Si tu as quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, sur lequel tu voudrais revenir pour clôturer ce podcast. Bah écoute, alors je suis très bavarde, j'ai l'impression déjà d'en avoir dit beaucoup. Non, pas tant que ça.
Alors effectivement, si peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent, parce que voilà, ça fait écho aussi à tout ce que je fais en médiation, encore une fois, se dire que ce qui est important dans un métier, c'est de le vivre avec envie et passion. Ouais, Et lorsqu'on le vit avec envie et passion, on voit pas le temps passer. Les années passent très vite. Donc ouais. voilà, c'est ce que je dirais. Choisir quelque chose avec beaucoup d'envie et de passion pour être bien dans la vie et Pour pour être avoir heureux. pas l'impression de travailler. Voilà, c'est ça. Super, eh ben, c'est parfait. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça fait un joli mot de la fin. Je vais mettre les liens dont on a parlé dans la description. Donc, si vous écoutez ce podcast, vous pouvez aller en description et cliquer sur les liens. Et puis, je vais mettre ton lien LinkedIn aussi pour que si jamais des gens veulent discuter avec toi, en savoir plus sur ce que tu fais, sur ce que vous faites au labo, etc., les gens puissent. Ça Eh te ben va? écoute, avec plaisir. Merci à toi. Super, bah merci à toi de nous avoir raconté tout ça et puis à très bientôt. À bientôt, Elodie. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon à très bientôt pour un prochain épisode.